Merci d'avoir accepté de participer, à notre journée d'études accompagnement et médiation, posture en question, le temps et l'espace au cœur de l'accompagnement et de la médiation. Nous sommes ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous sur ce sujet compte tenu de votre expertise dans le domaine. Pour vous présenter, vous êtes spécialiste, des questions d'orientation et d'accompagnement des trajectoires professionnelles. Vous êtes coordinateur thématique EPAL France. Vous avez entre autres initié la création de Kelveoa, association internationale consacrée au développement de pratiques alternatives d'accompagnement et de conseil tout au long de la vie. En fait, nous vous voyons comme un grand voyageur et un troubadour de l'accompagnement des temps modernes. À ce titre, pourriez-vous nous partager votre vision de l'accompagnement? Alors peut-être, en préambule par rapport à tout ce que je vais évoquer, je voudrais, juste dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ma carrière, c'est, l'accompagnement est, de plus en plus invoqué, évoqué, on le met à peu près à toutes les sauces, on s'y réfère sur tous les plans. Dès qu'il y a une problématique sociale, on va effectivement, mettre en avant de l'accompagnement. Apparemment la notion est consensuelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde parle de la même chose. La première chose qui nous frappe, c'est que c'est une notion qui est, la plupart du temps pas définie, elle n'est pas définie juridiquement. Elle est plutôt polysémique, c'est-à-dire que chacun y voit à peu près ce qu'il veut dans cette situation-là. Donc elle est apparemment consensuelle, mais elle est plutôt, polysémique et elle est aussi, polémique, voire politique. C'est-à-dire qu'elle renvoie aussi à une conception des personnes, une conception des dispositifs d'institution, à une conception même de l'appui qu'on peut apporter aux personnes. Et elle est aussi paradoxale puisqu'elle intègre tous les paradoxes de la société dans laquelle on est. Alors du coup, je pose une question de définition. Alors, dans quelle voie que vous avez évoqué, nous on s'est finalement accordé, on a essayé de travailler sur une éthique et une philosophie de l'accompagnement avec l'idée peut-être qu'on pourrait définir ça de façon un peu plus précise et on arrivait à une définition finalement relativement simple. C'est permettre à une personne accompagnée, c'est permettre à une personne de faire des choses qu'elle ferait plus difficilement toute seule, avec l'idée de l'avec, de marcher avec, donc vous parliez caminarer, cheminer, etc. Avec l'idée de l'avec, avec toujours un arrière-plan quand même notionnel qui est un peu permanent et qui est problématique, c'est la référence à l'autonomie ou le développement de l'autonomie du sujet ou sa capacité à agir, quelle que soit la formulation qu'on va utiliser. Alors, ce qui est important, alors là, c'est le fruit un peu de mon expérience, c'est-à-dire qu'elle embarque chaque fois plusieurs questions qui ne sont pas toujours clarifiées. Et la première des choses qu'elle embarque, c'est la question du regard qu'on porte sur les personnes qu'on accompagne. C'est une question qui, pour moi, est tout à fait cruciale, c'est-à-dire que est-ce que les personnes qu'on accompagne sont réductibles aux freins, aux difficultés qu'elles ont? Est-ce qu'on va, par exemple, les aider à lever des freins périphériques ou au contraire, on considère que toutes les personnes qu'on accompagne sont des personnes qui, par nature, ont des ressources, ont des capacités et que, pour reprendre la formule de Ricoeur, l'homme capable, toutes ces personnes-là sont capables et notre enjeu, c'est de leur permettre de trouver les contextes qui vont leur permettre de développer les ressources qui sont les leurs. Donc ça veut dire que l'enjeu de l'accompagnement aujourd'hui se situe aussi dans la manière dont on va porter un regard sur les personnes, mais vous l'avez compris immédiatement dans la manière dont on va composer dans cette relation complexe et formidable, le soutien qu'on va lui apporter pour lui permettre peut-être à la fois de reconnaître les compétences qui sont les siennes ou les capacités qui sont les siennes, quelle que soit la formulation qu'on utilise, mais surtout de les mettre en œuvre dans la situation qui est la sienne et dans la vie qui est la sienne. Et il me semble que là-dessus déjà, il y a quelque chose de à la fois polémique et paradoxal. En fonction du regard qu'on porte sur les personnes, on peut avoir d'une certaine façon des pratiques et des gestes professionnels qui vont nécessairement pas être les mêmes. Puis il y a immédiatement une deuxième question qui est embarquée par rapport à ça, c'est la question clairement de la contribution et de la posture des personnes du professionnel par rapport à ça. C'est-à-dire que, pour reprendre la formule que j'aime bien de Yann Le Bossé, c'est on peut considérer que la personne est experte de sa situation. Je ne peux pas savoir ce qui est la meilleure solution pour elle. Je suis bien en difficulté pour pouvoir lui prescrire quelque chose puisque je ne connais pas grand-chose de sa vie. Par contre, je peux, moi, m'arroger la responsabilité d'être expert d'un processus d'accompagnement dans lequel je vais être à la fois je vais mettre en place les conditions pour qu'une rencontre et une relation puissent se nouer et en même temps construire quelque chose qui permette de faciliter l'accès à des ressources qui peuvent lui être utiles, clarifier les priorités qui sont les siennes, etc. Donc je serais plutôt
quelqu'un qui va s'intéresser à l'ensemble des ressources qu'on va pouvoir mobiliser et d'une certaine façon, peut-être que ça va nous rapprocher des questions de médiation que vous allez évoquer tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'accompagnement à la seule influence et à la seule manière dont je vais apporter un appui à une personne, il faut l'intégrer dans un ensemble de ressources et d'appuis possibles pour la personne, dans lequel, d'une certaine façon, le professionnel va être en position de faciliter l'accès à ces ressources qui ne sont pas forcément à la fois les siennes et pas forcément son point de vue à lui. Et puis, intégrer aussi l'idée que l'accompagnement, il embarque des choses paradoxales. Je vais dire, par exemple, l'enjeu, c'est de faciliter l'autonomie de la personne. On voit bien qu'il y a une ambiguïté notionnelle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au fond, on risque d'être pris entre deux paradoxes qui sont finalement permanents dans l'histoire de l'accompagnement, dans les mesures publiques notamment. C'est au fond des logiques de prescription. Je serai la personne qui sait ce qui est bon pour l'autre. Mais à l'opposé, il pourrait y avoir des injonctions à l'autonomie qui peuvent, pour les personnes en situation même transitoire de vulnérabilité, être quelque chose comme une responsabilité qu'ils ne peuvent pas porter dans le simple fait qu'ils peuvent avoir le sentiment d'être démunis dans l'environnement dans lequel ils sont. Et ce paradoxe-là me semble très précieux à étudier, c'est-à-dire comment on va essayer de trouver la posture la plus adéquate, la plus efficiente pour faire, comme dirait François Julien, ce qu'il convient en situation. Et ce qui convient en situation ne peut jamais être ni totalement de la prescription, ni en même temps simplement à laisser faire, qui renverrait l'autre à une responsabilité qui peut être tout à fait trop lourde pour lui. Ce qui veut dire que si on intègre tous ces paradoxes-là, il y a quelque part dans l'accompagnement, et c'est un peu pour ça que je parle d'art d'accompagner, il y a un art de la situation de la rencontre, en fait. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a différents registres qui sont à l'œuvre. Il y a des registres qui relèvent du relationnel, il y a des registres qui relèvent du circonstanciel, c'est-à-dire qu'au fond, ce que je vais appeler moi le situationnel, qu'est-ce qui est important pour la personne en situation, qui va bien au-delà d'une simple relation de confiance qu'on peut construire, mais il y a aussi la question de la médiation des ressources qu'on peut mettre en œuvre pour qu'elle puisse accéder au maximum de ressources dont elle pourrait n'avoir aucune conscience ou peut-être ne pas savoir pouvoir utiliser dans sa propre situation. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu, c'est comment on peut agir dans une situation d'incertitude massive où l'individu peut être finalement en incapacité de pouvoir le faire, tout simplement parce qu'il a le sentiment qu'il n'est pas capable de le faire ou tout simplement qu'il n'a pas les possibilités de le faire. Ce qui veut dire que, et pour terminer peut-être sur ce préambule, d'une certaine façon, ça peut être un art parce que ce n'est pas réductible à une procédure et que accompagner, c'est d'abord une rencontre, c'est d'abord la capacité à nouer des liens avec une personne dans une situation et c'est Mmh. la capacité à combiner un certain nombre de mesures qui fait que, d'une certaine façon, l'accompagnateur et la relation qu'il a construite est irremplaçable, pour reprendre le terme de Cynthia Fleury, irremplaçable dans le sens qu'une procédure ne pourra pas le remplacer, qu'on ne pourra pas prédéterminer ce qu'on va pouvoir faire avec elle avant qu'on l'ait tout simplement rencontrée, et que d'une certaine façon, aussi un petit clin d'œil, que les intelligences artificielles ne sont pas encore en capacité de nous remplacer, de remplacer les professionnels, soit de l'accompagnement, soit de la médiation. Oui, alors c'est pour ça, monsieur Chauvet, que vous parliez en fin de compte qu'il n'y a pas de bonne pratique en tant que telle, mais des principes d'intervention, alors que les modalités ensuite pratiques et concrètes de mise en œuvre s'inventent en fonction de la singularité des cas rencontrés, quoi, des personnes rencontrées. Alors, c'est toute la difficulté aujourd'hui de travailler sur les bonnes pratiques parce que la notion de bonne pratique, elle renvoie tout de suite à la question de pour qui elles sont bonnes et du coup, quelle serait la référence. Or, on peut avoir deux stratégies possibles, c'est-à-dire prédéterminer les moyens qu'on va mobiliser, la procédure qu'on va mettre en œuvre, quelle que soit la personne qui vient. On voit bien que dans les mesures publiques telles qu'on les a pensées depuis, on pourrait dire, les années 75 en France, on a plutôt fait des ingénieries de type prédétermination, à la fois des moyens et à la fois des phases et éventuellement des outils, laissant finalement la singularité du professionnel agir plutôt dans la relation intersubjective et dans la dimension plutôt de la mise en confiance, etc. Mais les outils, les phases et les moyens étaient plutôt pré-organisés et prédéterminés. Ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, et j'y reviendrai sur la question de l'incertitude, c'est qu'au fond, il y a des grands principes organisateurs, des principes d'accompagnement qui peuvent être relationnels, qui peuvent être situationnels, Mmh. qui peuvent être éthiques, qui peuvent être philosophiques, qui renvoient à une conception du sujet, mais que ce qu'il va être
important de penser, c'est la pertinence en situation. Pour reprendre encore une fois le terme de François Julien, ce qui va nous intéresser, c'est faire ce qui convient en situation. Ce qui convient renvoie plutôt à l'efficience. Et ce qui va être plutôt intéressant par rapport à ça, c'est le professionnel peut avoir à sa disposition une pluralité de moyens et de modalités. Et j'y reviendrai. Ce qui ne veut pas dire qu'il improvise et qu'il fait n'importe quoi. C'est un professionnel, un peu comme un musicien qui est capable d'improviser, mais qui a fait des gammes pendant des années et des années. Il est capable d'improviser avec d'autres musiciens, tout simplement parce qu'il maîtrise des gestes professionnels dont il sait qu'ils sont pertinents, dont il sent, dont peut-être qu'il pressent qu'ils sont pertinents dans cette situation, dans cette occurrence singulière qu'il rencontre à ce moment-là. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à distinguer ce qui seraient des principes philosophiques, méthodologiques, en termes de modalité, en termes de capacité à permettre à la personne de regarder sa situation à la fois pour la prioriser et à la fois pour y être un petit peu à l'écart, c'est un terme sur lequel je reviendrai, mais en même temps trouver des modalités les plus efficientes possibles en situation. Et c'est bien la question de la pertinence qui va nous intéresser, c'est-à-dire qu'au fond, comment développer une pluralité de modalités, comment développer une pluralité de ressources dont l'objectif et dont on pourrait dire l'obsession de l'accompagnateur, c'est faire qu'elles soient utilisées à bon escient, là encore une fois, pour reprendre la formulation utilisée par François Julien, et ça nous départit ça nous éloigne des logiques de planification et de modélisation pour nous ramener à des logiques finalement de saisir l'occasion, encore une fois, pour reprendre ce que dit Julien, c'est-à-dire repérer que dans la situation, il y a des choses qui sont en maturation et que du coup, on va peut-être permettre de les faire émerger dans cette situation-là et peut-être simplement à certains moments permettre à la personne de porter le regard sur des choses qui sont invisibles à elle-même, tout simplement parce qu'elle est dans cette situation et qu'elle n'est pas suffisamment à l'écart de cette situation. Et Ouais. le professionnel, il est beaucoup dans ce jeu de n'avoir aucun jugement sur la situation de la personne, mais bien dans une méthodologie qui est à la fois réflexive et dont on pourrait dire qu'elle est aussi à l'écart, c'est-à-dire qu'elle permet cette distance du regard, de repérer sur quoi on peut porter le regard éventuellement. Vous insistez aussi beaucoup sur les environnements, capacitants. Et vous nous aviez parlé la dernière fois aussi de tiers-lieux, en tout cas de aussi prendre de la distance par rapport à des environnements classiques et des environnements qui peuvent être plus, adaptés en fin de compte à l'accompagnement des personnes et qui sont plus proches aussi de leur environnement, personnel quoi, pour pouvoir Complètement. justement réaliser de façon plus efficiente, comme vous le dites aussi, cet accompagnement. Du coup, ça élargit la focale qu'on peut avoir sur l'accompagnement. On peut élargir l'accompagnement sur, premièrement, ce que je mets bien sûr pas en question, c'est la qualité de la relation, de la confiance qu'on va nouer, l'alliance de travail qu'on va pouvoir nouer avec la personne, le respect qu'on a pour elle, l'éthique qu'on va essayer de maintenir et de développer dans cette relation-là. Il y a bien sûr la question des ressources qu'on va utiliser au mieux pour que la personne puisse finalement développer une pluralité de ressources qu'elle peut utiliser dans sa situation, mais on va s'intéresser à quelque chose qui est qui est tout à fait différent, c'est la question des contextes. Et les contextes, ils peuvent être facilitants ou pas. Or, on voit bien, c'est une vieille histoire des métiers de l'accompagnement. On a commencé à les développer, on va dire, il y a une trentaine d'années déjà dans les métiers du travail social, où en fait, un éducateur de rue, il allait dans la rue. Et le fait de travailler hors du bureau n'est pas quelque chose de nouveau dans les environnements dans lesquels on est. Mais par exemple, le fait qu'on ne soit plus dans une institution dans laquelle on prédéfinit des rôles qui peuvent être d'une certaine façon ancrés, qui peuvent être institutionnalisés, voire aseptisés, pose la question d'un formatage de la parole et peut-être d'une prédétermination de la relation. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des espaces et des lieux qui sont des facilitants à la fois pour l'accès aux ressources, mais aussi pour la prise de parole des personnes. Alors, ces lieux peuvent être des tiers-lieux, ça peut être un café de l'accompagnement, ça peut être une randonnée, ça peut être un match de foot, ça peut être un environnement culturel, ça peut être un peu ce qu'on veut, ça peut être une maison de quartier, ça peut être aussi, et c'est là où les environnements capacitants, ils ne sont pas que des lieux, ça peut être des temps asynchrones, ça peut être la capacité à finalement modéliser des processus d'accompagnement qui utilisent plusieurs modalités, par exemple du synchrone ou de l'asynchrone. Ça peut être une communauté de personnes accompagnées, par exemple, qui peuvent avoir, à travers un outil virtuel et un outil numérique, la capacité de s'entraider. Je reviendrai beaucoup à la notion de pédagogie, c'est-à-dire comment les pairs peuvent être aussi contributeurs dans les processus d'accompagnement. Donc,
l'idée qui est aussi la mienne, mais qui n'est pas que la mienne, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans la pédagogie, dans les classes inversées. Je renvoie au travail de Denis Christol sur la question des lieux apprenants. Donc, ça nous renvoie Mmh. beaucoup à la question de ce qu'on pourrait appeler des environnements capacitants, des lieux facilitants, dans lesquels finalement le professionnel de l'accompagnement a autant le souci de la qualité de la relation et de la qualité des ressources que des environnements dans lesquels tout ça va pouvoir s'incarner, se mettre en Incarné. œuvre. Ce qui veut dire qu'il y a une lecture beaucoup plus large des processus d'accompagnement qui peuvent amener aussi nous-mêmes à accepter de multiplicité d'expertises qui ne relèvent pas du tout de l'expertise du conseiller. Et dans ce sens-là, ça renvoie à la fois au champ de l'intermédiation et peut-être des choses qu'on a un peu développées ces dernières années autour de la notion d'ensemblier, c'est-à-dire permettre à la personne de tisser des liens avec une multiplicité de ressources, qui sont des ressources qui sont de différents niveaux, qui Mmh. peuvent être des ressources de pairs, qui peuvent être des ressources d'experts, qui peuvent être des Mmh. ressources de témoignages, qui peuvent être des experts, Mmh. qui peuvent être des Mmh. narrations, qui peuvent être un peu ce qu'on veut, ce qui Mmh. veut dire qu'on peut aussi nouer des processus d'accompagnement qui ne sont pas verticaux, mais qui sont ici latéraux, dans lesquels on va essayer de permettre aux gens d'aller piocher finalement des ressources, un peu pour les gens qui connaissent Deleuze, la fonctionnement par tubercule, c'est-à-dire comment finalement on va, Mmh. par toile d'araignée, aller permettre aux gens d'aller chercher des ressources qui peuvent Mmh. être des ressources expertes, mais aussi des ressources de témoignage, des Mmh. ressources de soutien, etc. Donc ça élargit les focales sur l'accompagnement et ça nous renvoie à des choses qui sont d'une certaine façon plus ancrées dans les contextes et les situations des personnes. Ce qui veut dire, Mmh. peut-être pour conclure sur ce point-là, on est vraiment dans des environnements capacitants et on est aussi dans des approches situationnelles, c'est-à-dire qu'on ne Mmh. peut pas prédéterminer ce qu'on va Mmh. pouvoir faire en situation, mais on est bien Mmh. là pour faire ce qui convient en situation au regard de la multiplicité des ressources qu'on a à disposition, mais Mmh. aussi celles qu'on va découvrir dans Mmh. l'accompagnement avec la Mmh. personne. Ça veut dire Ouais, qu'il c'est pour ça y que a un principe d'humilité. cette notion d'espace et de temps, elle est aussi fondamentale. Du coup, on voit bien que ça s'inscrit dans l'espace, dans le temps et comme vous dites, avec, des ramifications, en fin de compte, qui se construisent et des liens de relations, en fin de compte, qui se mettent en place, voilà, dans un espace géographique, mais aussi dans un espace-temps et qui se construisent au fur et à mesure. C'est ça qu'on appelle, l'accompagnement agile, du coup? Eh ben alors, ça pourrait être une modalité de l'accompagnement agile, c'est-à-dire que peut-être que l'idée de multiplier les connexions renvoie tout à fait à la question, à une des modalités de l'accompagnement agile, c'est-à-dire que euh, en fait, éviter les logiques verticales et éviter les logiques rigides. On pourrait dire ça. Par contre Agir dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on intègre tout le temps l'idée du chemin, de l'itération, l'idée du risque acceptable et l'idée de la réversibilité possible. Et du coup, ça élargit. Certains nous diront, oui, mais en fait, c'est difficile de se mobiliser si on a plusieurs scénarios. Le risque dans des modes projets dans lesquels on investit trop les projets, c'est qu'au fond, le projet étant binaire, ça marche ou ça marche pas, les personnes peuvent se retrouver finalement en grande situation de vulnérabilité si leur projet, pour une raison de financement d'information, pour une raison de pandémie tout simplement, a pu se mettre en œuvre. Or, la notion d'agilité renvoie à une idée très simple, c'est que de toute façon, il y a toujours plusieurs scénarios. Et l'enjeu pour l'accompagnateur, c'est à la fois d'identifier ce qui sera la priorité dans la situation, ce qui sera le plus mobilisable pour la personne, ce qui sera aussi le plus accessible, mais aussi de penser qu'éventuellement, il y aura une opportunité seconde au cas où cette accession ne sera pas possible immédiatement. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une logique de prédétermination du but, de prédétermination de planification des moyens, mais plutôt d'identification d'une espèce de scénarisation, alors pour reprendre, d'interconnexion, dans lequel je vais élargir ma vision de la situation, mais en étant très clair que ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour moi dans la situation. Alors peut-être, maintenant, avec, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'arrivée du Covid, comment justement, ça bouscule aussi peut-être, bah, la réponse qu'on peut faire en termes d'accompagnement des personnes? On voit bien que, voilà, le mouvement s'accélère, et comment on peut repenser justement, l'accompagnement dans l'espace, dans le temps, sachant qu'il y a une énorme incertitude pour de très nombreuses personnes qui aujourd'hui, voilà, perdent leur emploi, doivent se réorienter. Comment, voilà, vous voyez cette période, qui se dessine là et qui risque de aussi qui perdure, quoi? Qu'est-ce qui est important dans ce que vous évoquez là? C'est au fond, on n'a pas encore d'échéance.
Et à partir du moment où on n'a pas d'échéance, ça veut dire que je ne peux plus penser le temps long. Je suis obligé de penser le temps dans une logique de scénario avec plusieurs hypothèses possibles. Donc, ce que je disais sur l'agilité est plus que jamais vrai dans cette situation-là. C'est-à-dire que notre enjeu, c'est aider les gens à identifier un certain nombre de scénarios au regard des certitudes et incertitudes actuelles. Incertitude et certitude, ce qui veut dire, par exemple, si je suis intéressé par le régime démissionnaire, ce qui va être important pour moi, c'est est-ce que j'y ai droit, dans quelles conditions, pour faire quoi, est-ce que mon dossier pourrait être validé, de quelle manière, etc. Donc, il va y avoir quelque chose qui est très évident aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un repli sur les temporalités plus courtes et à la fois sur les ressources et les moyens qui sont sûrs dont je peux bénéficier. Ça veut dire que plus c'est incertain à long terme, plus je vais essayer de me rebrancher sur les certitudes plutôt immédiates. Ce qui veut dire que du côté des professionnels, c'est aussi des arbitrages à faire entre vouloir à tout prix que les gens aient des projets à long terme et planifient ces projets à long terme, alors même que la planification est aléatoire, pour repenser les logiques de temporalité plus courtes au regard à la fois des ressources qui sont sûres et des ressources qui sont incertaines, avec finalement le risque à apprécier dans son incertitude même. Ça, c'est vraiment le premier élément. La deuxième chose qui renvoie plutôt à la modalité, de la différence qu'on pourrait faire entre la présence et la distance. Ce qui est très intéressant dans l'accompagnement aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, l'accompagnement a été pensé dans des logiques de face à face, de présence physique, à la fois synchrone, dans des lieux communs, d'une certaine façon, dans lesquels l'accompagnement est éventuellement de proximité dans un lieu physique identifié. Et les premières manifestations qu'on a eues finalement des professionnels à distance, ils considéraient que c'était un mode dégradé. Ils ont longtemps considéré que c'était un mode dégradé. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il est dégradé si on veut faire la même chose que ce qu'on faisait en présentiel. Ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, c'est qu'il nous faut faire la différence entre la présence et la distance. Et au fond, je peux avoir un lien de grande qualité qui soit asynchrone et synchrone et qui n'utilise pas que la présence physique. Ça veut dire qu'on a un déplacement et qui va être tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les interactions prennent des formes différentes. Elles prennent des formes à la fois physiques, elles prennent des formes synchrones, elles prennent des formes asynchrones. Et sur la question de l'accompagnement, par exemple, on voit se développer des nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, on avait par exemple un temps dédié dans l'accompagnement de face à face. On voit arriver des modalités d'accompagnement où, par exemple, l'utilisateur lui-même nous dit finalement, c'est très compliqué de se déplacer, c'est très compliqué de se déplacer, 18 heures c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait pas faire ça à distance? Mais à distance, on ne va pas faire la même durée. Et on voit très bien qu'il y a des modalités d'accompagnement hybrides qui sont en train de se développer, qui produisent des résultats tout à fait étonnants. Par exemple, je donne un exemple. Finalement, j'ai fait un petit entretien au téléphone simplement, pas par la modalité, pas par une Ouais, plateforme spécialement, au ouais. téléphone. On a simplement identifié des priorités qui étaient pour la personne. Je lui ai envoyé des liens avec des ressources à identifier. Il m'a envoyé des choses. Et dans un troisième temps, on a un échange qui est plutôt de régulation par rapport à ce qui a déjà été travaillé. Et puis, je vais scander le temps avec des relations de liens synchrones et asynchrones dans lesquelles je vais nouer une relation de confiance, ou pour l'individu, ce qui va être important, c'est qu'il puisse me solliciter, en fait, selon une modalité qui est la plus adéquate pour elle. On va parler d'ailleurs de modalités préférentielles, et on a des gens qui vont nous solliciter par SMS, par mail, etc. Mais beaucoup de collègues me disaient, oui, mais ça, c'est pas une relation de qualité, on va pas pouvoir faire un accompagnement de qualité. Eh bien, je suis désolé, je pense que c'est aussi une relation de qualité. Simplement, la qualité, elle ne se situe pas au même niveau. C'est-à-dire que la question du lien et de la qualité du lien de confiance, il peut aussi s'entretenir à distance. Mais c'est bien la capacité à entretenir le lien qui va devenir un enjeu. Et d'une certaine façon, ça nous affranchit par rapport à une vieille idée qui a été une confusion historique, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que finalement, la personnalisation, elle était d'abord liée à la relation de face à face. Et en fait, on découvre aujourd'hui que la personnalisation, elle peut se faire selon des modes hybrides. C'est-à-dire que, et je vais même plus loin, la personnalisation de l'accompagnement, elle peut aussi utiliser des communautés de pratique dans lesquelles il y a du collectif. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est une petite révolution. C'est-à-dire qu'en fait, je peux hybrider des modalités d'accompagnement tout en personnalisant
complètement mon accompagnement parce que je vais utiliser l'ensemble des connexions et l'ensemble des ressources possibles pour que la personne puisse les utiliser. Mais tout ça, c'est à une condition. Et c'est peut-être là-dessus que je veux vraiment insister en fin de propos, c'est de dire que si c'est le lien qui compte, ça veut dire que la capacité à utiliser les médias, la multiplicité des médias, le Mmh. mail, le téléphone, le SMS, une plateforme, une communauté, etc., font partie des outils nécessaires pour que tout un chacun, dans une logique d'équité sociale, puisse les utiliser. Donc, on a Puisse une y avoir vraie accès. Mmh. puisse y avoir accès et savoir Mmh. les utiliser. Et savoir Ça les veut dire utiliser. que avec les collègues au niveau européen sur lesquels on travaille, il y a vraiment l'idée de si on considère qu'une communauté de pratique peut être un vrai enjeu, il faut que tout un chacun soit capable de faire une communauté de pratique avec sa famille, faire utiliser Team avec son club de foot, etc. Pour que ce qui est pour l'instant un outil réservé à des gens qui le maîtrisent devienne un Mmh. langage Mmh. utilisable par tout le monde. Et il me semble que l'hybridation par des multimodalités, ce n'est pas uniquement une modalité, c'est aussi un langage nouveau. Et les gens qui utilisent des envois de liens, des envois de vidéos, des envois de photos par Instagram, qui participent à des communautés Snapchat, qui participent à des communautés, etc., développent un nouveau langage. Et en développant un nouveau langage, elles nous font l'obligation, nous-mêmes, de construire des relations et des processus d'accompagnement qui prennent en compte ces nouveaux langages et d'une certaine façon pour les utiliser au mieux et pour permettre une variété des ressources des personnes. Mmh. Mmh. Et donc plus d'équité sociale pour terminer sur ce qui me préoccupe. En Ah tout cas, ça bah, questionne vraiment la capacité aussi de toutes les personnes qui sont justement dans cette, posture d'accompagnement aussi de faire vraiment évoluer leurs pratiques et de se professionnaliser aussi et rapidement parce que tout bouge très, très vite et c'est très riche ce que vous dites parce que ça questionne tout un chacun sur sa manière aussi, bah, de bouger, d'évoluer, de s'adapter, et très, très vite aujourd'hui étant donné les besoins qu'il y a aussi. mmh. Alors je me mets dedans, hein, c'est-à-dire que Ouais, moi j'anime des formations par web binaire, je ne savais pas faire il y a un an, hein, donc ouais, ça veut dire qu'on est obligé nous-mêmes là, de développer des gestes professionnels permanents et contrairement à l'idée qu'on avait finalement, enfin que je partageais pas forcément, mais que des collègues avaient, c'est-à-dire l'idée que forcément le distanciel est un mode dégradé. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est pas nécessairement un mode dégradé. On pourrait même dire que l'accompagnement, il va développer des nouveaux gestes professionnels mmh. et des savoir-faire qui sont pas du tout les Les mêmes. nouvelles Si modalités, des ouais, nouvelles ouais, modalités, bien sûr, répondre par SMS, bien répondre par sûr, mail, c'est bien un sûr. art. Ouais, C'est un art, c'est un ouais, savoir-faire. Il y a des ouais gens qui et ne vont et et communiquer qu'avec des ouais SMS, par exemple. et C'est tout comme à vous fait dites, ce fascinant. qui est important, c'est le lien qui est conservé par la relation de confiance en fin de compte, qui tisse des liens multiples Oui, par différents canaux, par différents médias, mais qui complètement. sont en fait tout un ensemble de garder ce lien-là et qui fait que voilà, c'est ça aussi qui fait que la confiance se développe et que derrière, les personnes peuvent progresser dans leurs projets, quoi. Bah, François l'alliance Julien, oui, François Julien a une jolie métaphore. Il dit on tire pas sur une fleur pour la faire pousser, Ouais. on arrose. Mmh. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans la facilitation de l'accompagnateur qui renvoie à mettre en place les conditions pour que ça pousse. Mmh. Et c'est quelque chose qui, du coup renvoie à son idée de maturation que j'aime beaucoup. C'est l'idée que Mmh. élargissons les connexions, faisons confiance aux personnes Mmh. et mettons-nous en position plutôt d'humilité et mettons-nous plutôt en position d'arroser, quoi. Mmh. Mais ça nous réinterroge nous-mêmes sur notre capacité à ne pas maîtriser des outils. C'est plutôt une bonne chose. Complètement. Puis d'apprendre des autres et Pas, d'apprendre voilà, de tout un chacun qu'on accompagne. Il nous apprend aussi tellement de choses. bien C'est peut-être sûr, ça aussi qui est important aussi, c'est qu'on progresse grâce aussi aux personnes qu'on accompagne les uns les autres, quoi. bien sûr, bien sûr. Du moment qu'on est, comme vous dites, aussi, modeste et en même temps, qu'on n'essaye pas d'imposer, mais de rentrer dans le monde de l'autre, en fait. Vous Mmh, disiez ça aussi la dernière fois. bien sûr. de bien soigner l'alliance de travail, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, Ça oui. paraît, fondamental, Oui, surtout, avec une interaction en distanciel où il faut s'adapter au contexte et au cadre de la personne avec qui on travaille. en sachant que dans l'alliance de travail, il y a à la fois l'objectif que vous allez définir
et vous allez aussi définir les modalités avec elle. Et si vous convenez avec elle des modalités préférentielles, vous êtes dans une alliance de travail épatante. Et si en plus elle a le sentiment d'une forme d'inconditionnalité de votre soutien, on a les 3 paramètres d'une alliance de travail de qualité. C'est-à-dire au fond, si je suis OK sur une modalité qui est la plus pertinente pour elle et que je lui laisse le choix de la modalité, vous voyez, je vais loin, hein, si je lui laisse le choix de la modalité, Mmh. je produis quelque chose qui est assez inouï. Pour Mmh. reprendre le terme de Julien, encore une fois, c'est inouï dans le sens où il y a des gens qui sont c'est la première fois qu'on leur demande s'il y a une modalité qui est préférentielle pour eux. Et il y a D'accord. des gens qui vont nous dire que venir dans notre bureau, c'est compliqué. Mmh.